Mon prochain invité, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Il est fin, il est drôle, il fait bien manger. Les femmes, crime, ils rêveraient de l'avoir dans leur cuisine en journée longue. Les hommes, on aimerait ça être capable d'imiter la qualité de ses plats. Stefano Faita qui est mon invité. Salut Stefano, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, Stefano. Crime, la cuisine chez vous, c'est une tradition. C'était, je dirais quasiment une chose qui est un classique pour les Italiens, la familia, et c'est important également de manger des bons repas. Puis je pense que autant ta grand-mère que ta mère t'ont inspiré beaucoup dans le monde de la cuisine. Ben, absolument, tu sais, j'ai la cuisine ça a commencé vraiment quand j'étais jeune à la maison, tu sais, je dis ma mère elle cuisinait des repas à tous les jours. C'est une chose que ma mère a travaillé comme une acharnée, mais elle avait toujours le temps de cuisiner puis de faire un repas pour la famille. Mais le dimanche, elle faisait des affaires un peu plus poussées, si tu veux, comme des pâtes fraîches et des plats plus travaillés. Et là, c'était là où ce que moi, je me promenais je la suivais, si tu veux, en cuisine, puis je la regardais faire, puis finalement, quand j'avais l'âge de 5-6 ans, mais elle me faisait participer, tu sais, donc à 5 ans, c'était une habitude pour moi le dimanche de peut-être faire des petites pâtes à la main avec ma mère, qu'on mangeait le soir même, tu sais, donc c'est une chose de participer, mais l'autre affaire pour les enfants, c'est que quand ils cuisinent, puis là, ils sont capables de manger leur plat à la fin de la journée, c'est comme assez excitant, tu sais. Tu dis, wow, j'ai fait ça, puis je le mange. C'est un petit peu surréel quand tu as 5 ans, mais ça te donne le goût de continuer. Donc, et voilà comment ça partit un peu ma passion pour la cuisine, tu sais. Mais c'est juste plus tard, vers l'âge de 17 ans, que vraiment j'ai plongé là-dedans, tu sais, puis que ça c'est devenu un peu partie de ma carrière, si tu veux, ou ma carrière de vie, là. T'as pas parlé de ton père. C'est quoi ton père? C'est un peu comme le goûteur dans Astérix, lui. Il faisait juste goûter à tout. Non, mais c'est bien dit. Mon père, c'est drôle parce que tout le monde dans les familles, il cuisine. Tout le monde dans la famille cuisinait. Même sur le côté de ma mère, même ses frères, mes oncles, ils faisaient de la cuisine. Tu sais, c'était des gourmands. Mon père, se l'a dit, il a jamais cuisiné. Mais il a toujours goûté puis il a toujours mangé. C'est qu'il avait toujours le bedon assez plein. Lui, il était chanceux, là. Lui, il était chanceux. Chanceux qu'il faisait du sport, mon père, puis se gardait en forme, parce que sinon, ouais, le bedon, il serait gros. Est-ce que ta mère lui a déjà dit, justement, une chance que tu fais du sport, parce que sinon, ça serait dur? Ben, non, sauf que, tu sais, c'était le fun de voir mon père, parce que, tu sais, quand tu fais goûter à des choses, ma mère, souvent, elle faisait plein de recettes pour des essais, erreurs et tout ça, tu sais, donc, elle était contente d'avoir quelqu'un qui goûtait, puis, tu sais, il cuisine pas, mais il a un bon palais, mon père. Donc, tu sais, quand il goûtait, il pouvait te dire, mais tu sais, je trouve qu'il manque de sel, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc, tu sais, on était quand même contents qu'il goûtait, puis quand il aimait ça, mais on était heureux. Tu parlais tantôt, justement, tu sais, que la carrière est arrivée peut-être plus vers 17-18 ans, où ce que tu as vraiment voulu développer un petit peu plus le côté cuisine. Mais, tu sais, c'est quand même étonnant de voir, avec la carrière que tu as, crème, t'as pas de cours en cuisine, toi, t'as pas suivi de formation, rien. Tout à fait. Moi, tu sais, c'était quelque chose que, tu sais, avec le temps, je veux dire, j'ai commencé à apprendre de ma mère dans la cuisine quand j'étais très jeune. Mais pendant que, tu sais, j'ai dans mon adolescence, j'ai continué à cuisiner. J'ai eu un amour fou de la pizza. Tu sais, j'ai commencé à 10-11 ans à faire ma propre pâte à pizza, puis je faisais souvent de la pizza parce que c'est mon mets préféré jusqu'à aujourd'hui aussi. Tu sais, c'est un des seuls mets que je peux manger 24 heures par jour, 7 jours semaine. Là, tu sais, je peux me réveiller là, puis manger une pointe de pizza. Moi, j'adore ça. Fait que après ça, ben, j'ai continué à cuisiner, puis finalement, c'est quand que j'ai fini l'école secondaire, ma mère, elle avait déjà à ce moment-là ouvert une école de cuisine qui s'appelle Mezzaluna, qu'on a à côté de notre boutique familiale dans Petite Italie, qui est encore là, ça va faire quasiment 30 ans. Puis fait que c'est ça, fait que là, ma mère elle donnait des cours, puis là, de temps en temps, elle me disait, hey, ça te tente-tu de venir m'assister à mes cours? Fait que j'y allais. J'étais comme son helper, son sous-chef, si tu veux. Puis, ben, tu sais, j'apprends, tu sais, avec ça, j'apprenais, puis là, et un moment donné, on a eu des chefs cuisinés, entre autres Martin Picard du Pied de Cochon, qui a commencé à donner des cours. Puis là, ben Martin aussi avait besoin d'un assistant. Fait que je disais, bah, ben moi, je vais y aller. Fait que là, de là, mais j'apprenais d'autres choses. Tu sais. Fait que
c'est un peu essai-erreur que j'ai appris à cuisiner, puis j'étais curieux, j'aimais ça, c'est là que je commençais vraiment à aimer ça, puis j'avais plein de livres de cuisine à la maison, fait que j'essayais des affaires, je mettais des affaires à mon goût, fait que c'est un peu comme ça, fait que j'ai jamais été à l'école de cuisine, si tu veux. Mais j'ai appris sur le tas finalement, puis tant mieux. À un moment donné, je me suis demandé est-ce que ça vaut la peine de retourner puis faire mes cours à l'ITHQ, mettons. Puis je me souviens que Martin m'a dit, rendu ce que t'es peut-être pas obligé d'y aller. Continue à cuisiner, tu cuisines parce que t'aimes ça, donc continue comme ça, puis continue à apprendre de toi-même, dans le fond. Là. Très bien dit. Tu sais, avec Stefano Faïta est venu également, bien sûr, la télévision. Tu as plusieurs émissions auxquelles tu as participé au cours des années. Tu as été autant dans des chroniques culinaires que, on va dire, au poste de chef, entre parenthèses, d'animation pour des émissions de cuisine. Comment c'est, justement, de faire de la cuisine à la télévision? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as trouvé ça parfois même ardu? C'est très difficile. La première fois que j'ai fait de la cuisine à la télévision, comme assez populaire, c'était avec José Di Stasio. Elle a appelé ma mère. Ma mère, elle avait déjà été invitée sur son émission. Elle a appelé ma mère puis elle a dit écoute, je fais une émission sur la pizza. Est-ce que ça te tente-tu de venir? Puis ma mère a dit non, écoute, elle dit je vais t'envoyer mon fils. Il aime bien ça. Fait que je dois ça un peu à ma mère aussi, là. Puis j'ai fait ma première émission, puis je me sentais très bien en avant de la caméra. Ça allait bien, mais c'est sûr que c'est différent. Je veux dire, des fois, on fait un plat que d'habitude mijote pendant 2h30 à la maison, mais on a 7 minutes à la télé pour le faire, là, tu sais. Donc, il faut que tu t'assures d'avoir un plat déjà cuit, un plat à mi-cuisson, puis un plat que tu vas commencer. Comme ça, tu peux suivre les étapes, mais quand même assez vite. Donc, c'est un apprentissage. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une autre émission, ça a suivi, puis... mais mon plus gros apprentissage, c'était vraiment mon émission. J'ai fait une émission au Canada anglais pendant 3 ans de temps, qui était une quotidienne. Puis là, on faisait comme 3 à 4 recettes par émission. Puis on faisait ça live en face du monde, là, tu sais. Donc ça, c'était vraiment quelque chose parce qu'il fallait que tu roules. Puis il y en avait de la bouffe, tu sais. Puis il fallait que tu sois vraiment seté dans ta préparation. Fait que c'est pas comme cuisiner à la maison, où tu peux prendre ton temps, prendre un verre de vin, puis parler à ta blonde, jouer avec tes enfants entre 2 étapes du plat. C'est vraiment, c'est plus vite. Mais j'aime ça, puis j'ai toujours aimé ça. Puis là, j'ai ouvert des restos. Ça aussi, c'est un autre genre de cuisine. C'est plus une cuisine aussi par étapes, mais que tu fais plus des grosses quantités, puis tu fais beaucoup plus de préparation. Puis à la fin, quand la personne commande un plat, mais c'est de l'assemblage qu'on appelle. Fait que c'est vraiment tout est déjà préparé. Puis tu prends un petit peu de tous tes ingrédients dans le plat, puis tu assembles le plat, puis tu le sors au client. Comme ça, il attend pas 1 heure pour le plat, tu sais. Donc, chaque sphère de cuisine, que ce soit à l'école de cuisine, que ce soit à la télé ou à la maison ou au restaurant, a son genre de cuisine, dans le fond. Ben, tu devances un peu ma prochaine question, parce que, tu sais, justement, je voulais en parler de tes restaurants. Également, bien sûr, on va appeler ça tout ce qui est vendu à une épicerie, là, les sauces Stefano, la pizza Stefano, puis tout le reste. C'est 2 défis, j'imagine, qui sont un peu différents et qui ne doivent pas toujours être faciles à composer. J'aimerais ça t'entendre sur les 2, justement, un peu. Tout à fait. Tu sais, je veux dire, les 2 ont leur lot de défis. Le restaurant, mais tu sais, un restaurant, c'est plate à dire, mais tu sais, je pense qu'il y a pas un gros pourcentage de restaurants qui restent ouverts déjà plus que 5 ans. Donc, une vie de restaurant, c'est déjà très difficile. Nous autres, on est à notre 7e année avec Impasto, fait qu'on est bien contents. On a 3 autres. Mais Impasto, c'est notre premier, dans le fond. Donc, je vais utiliser celui-là comme exemple. Fait que c'est sûr que il y a des défis, tu sais, je veux dire, dans un restaurant, tu fais affaire avec des gens sur place, tu sais, et c'est le plat, c'est le service, c'est le vin, c'est la musique, c'est tout, tu sais, aller au restaurant, c'est une aventure, il faut que ça soit bon du début jusqu'à la fin. Tous les détails, il faut qu'ils soient cohérents dans le fond, tu sais. Donc, tu sais, et puis de se réinventer dans un restaurant, c'est ça qui est important, de garder les plats au goût du jour, d'essayer de suivre les saisons pour avoir des ingrédients le plus locaux possible. Fait que ça, c'est tous des défis, tu sais. Par rapport aux produits préparés qu'on vend en épicerie, mais tu sais, ça, c'est... le défi là-dedans, c'est vraiment
le défi avec les compagnies qui produisent le produit pour toi. Moi, je suis dans une situation où je fais faire mes produits quelque part, puis là, je les vends dans les épiceries. Donc, tu sais, c'est difficile de convaincre des fois ces compagnies-là, ces grosses compagnies, de dire « Hey, moi, je veux un produit qui est complètement naturel, qui n'a pas d'agent de conservation, qui n'a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de pâte de tomate. Moi, je veux juste de la tomate, un petit peu de sel, des épices dedans, puis c'est tout. » Je veux que ça soit complètement naturel, tu sais, puis eux autres, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu fais quelque chose comme ça, mais ça engendre des coûts, c'est une affaire plus chère, ils se posent la question, est-ce que je vais en vendre? Ils prennent un risque comme moi. Dans notre histoire présentement, le risque a marché parce que chacun, on trouve notre compte, puis c'est un produit qui se vend bien, fait que nos sauces, fait que tant mieux. Mais c'est toujours difficile, puis là, c'est l'approvisionnement, tu sais, dans notre temps de crise maintenant avec la COVID-19, mais tout le monde se jette sur plein de produits, les étagères sont vides dans les épiceries, donc toi, tu veux en produire parce que en même temps, tu te sens mal de profiter de la situation, de la crise, mais en même temps, le monde, ils en veulent, puis ils veulent l'acheter pour en avoir chez eux, pour être capable de nourrir leur famille et pas sortir dehors. Donc, tu veux les nourrir avec des bonnes choses, mais c'est difficile des fois d'approvisionner l'épicerie parce que il y a trop de demandes à l'instant. Donc, c'est tous des défis, tu sais. Mais j'aime ça, les défis dans la vie. Tu sais, moi, je suis un gars qui aime ça résoudre des problèmes. Donc, j'aime ça quand il y a des défis parce que ça me donne des challenges, puis j'aime ça, tu sais. Juste comme ça, c'est-tu déjà arrivé? Tu sais, bon, je me rappelle, il y a certains joueurs de hockey qui ont parti des vignobles, tu sais, il y avait des bouteilles de vin signées. C'est déjà arrivé, mettons, à l'épicerie, que quelqu'un t'a dit signe ma sauce spaghetti ou signe, je sais pas, ma boîte de pizza. Hein? Sérieux? C'est drôle, mais c'est arrivé. Ben voyons donc. C'est arrivé, puis ouais, tout à fait, tu sais, parce que quand j'ai lancé tu sais, je veux dire, quand j'ai lancé mes sauces, j'ai fait une tournée à travers du Québec pendant 2 ans quasiment. Je faisais comme 15 épiceries l'automne, 15 épiceries le printemps, puis je me promenais avec ma boîte, avec mes 2 brûleurs, puis mon chaudron, puis j'allais faire des pâtes, faire goûter dans les épiceries, souvent dans les IGA. Donc, tu sais, j'étais allé genre partout, tu sais, au Lac-Saint-Jean, Québec, you name it, je suis allé, tu sais. Puis quand j'étais là, puis les gens achetaient mes pots, mais ils me demandaient de les signer, tu sais. Là, je me demandais, je disais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le pot qu'on le met au recyclage? Mais écoute, il y a des gens, écoute, j'ai eu du monde sur Facebook, sur Instagram qui m'ont envoyé des photos de mes pots réutilisés pour des vis. Ils mettent des vis dedans, ils ont rempli ça d'eau puis ils ont mis des fleurs dedans. Tu sais, je veux dire, le monde, il essaie de réutiliser les pots puis je suis bien content. Donc, mais oui, il y a des gens qui m'ont demandé de lui signer leur pot. Quand même très hot, je trouve ça très drôle. Stéphano, est-ce que c'est dur des fois d'être Stéphano Faita Inc., en parenthèse, justement, tu sais, d'être un homme d'affaires, de toujours devoir sourire, toujours être de bonne humeur, parce que c'est l'image que un peu que tu donnes, t'as l'air du meilleur gars au monde, du gars qui fait la meilleure cuisine au monde. Non, mais écoute, c'est sûr que j'ai mes défauts. Moi, je pense pas que j'en ai beaucoup. Je pose la même question à ma blonde, elle va peut-être te répondre d'autres choses. Elle va se rappeler de tous tes défauts de 2, 3, puis 5 ans peut-être même. C'est ça. Écoute, tu sais, à un moment donné, là, quand tu prends la décision de faire de la télé ou d'être dans le milieu des médias et tout ça, mais tu prends un peu aussi la décision d'être très approchable envers les gens, puis et tout ça. Je veux dire, moi déjà, en partant, je suis un gars qui aime la vie, qui est toujours souriant. De nature, je suis comme ça. Puis les gens, je pense qu'ils m'apprécient aussi. Il y a plein de monde qui m'ont toujours dit, tu Stéphano, t'es la même personne à télé que t'es dans la vraie vie. Donc, moi, j'essaie de garder ça. C'est sûr, par contre, qu'il y a des journées où je me lève, puis je suis pas de bonne humeur, puis je marche des fois, parce que j'habite à 3 points de rue à pied de la plupart de mes commerces. Donc, je marche des fois de chez nous à Mont-Resto, puis il y a 2 personnes qui vont m'arrêter dans le chemin, dans la petite allée, qui vont me dire « Hey, Stéphano, comment ça va? J'ai vraiment aimé ta recette de tel show. Le show, ça fait 3 ans, puis tu sais... » Et puis je peux bien, être bougon puis envoyer promener la personne parce que je suis pas en bonne humeur, mais c'est pas ça, je veux dire, moi, ça, la monde, il m'arrête comme ça, puis moi, ça me rend heureux, fait que ça me fait du bien.
Donc, c'est cette personne-là, là, elle va me mettre de bonne humeur. Donc, tu sais, honnêtement, je vis très bien avec ça. J'ai tout le temps vécu très bien avec ça. C'est sûr qu'il y a une pression des fois, mais j'essaie de bien équilibrer ma vie entre mes restaurants, des événements publics où il faut que j'aille, où ce que Stefano Fighting, il faut qu'il aille signer des autographes, prendre des photos. En même temps, j'aime ça passer du temps avec ma famille, tout seul, au chalet ou à la maison, m'asseoir à la table, manger avec eux. Donc, je pense que si on trouve le bon équilibre de tout ça, mais on n'a pas de problème. Ben, tu sais, Elvis Gratton disait toujours, le bonheur, c'est d'être heureux. Fait qu'écoute, c'est pas mal ça. Il a raison, c'est d'être heureux, puis d'aimer qu'est-ce que tu fais. Que tu es heureux dans ta carrière, puis dans ton travail, puis dans ton quotidien, mais, tu sais, il n'y a personne vraiment qui va te déranger, tu sais, je veux dire... puis la vie est trop courte pour être mal, pour pas être heureux, puis pour être pour avoir l'air d'être marabout tout le temps là, où ça marche pas. Là. Arrive en campagne saison 5 présenté du côté de TVA. T'es allé voir mon ami Vicky Saint-Hilaire de la ferme Famille Saint-Hilaire à Saint-Odilon. L'émission va être présentée, je pense, à partir du 28 mai. Mais bref, l'émission arrive en campagne, c'est déjà présenté, c'est déjà diffusé depuis le 6 avril dernier. Je pense que la réception est encore bonne. Crime, j'ai quasiment le goût que tu me dises, là, fait 5 ans. Penses-tu avoir fait le tour ou pas encore? Ben, écoute, Arrive en campagne, c'est une émission que j'adore faire. Donc, tu sais, je veux dire, au début, je suis rentré un petit peu en reculons dans ce projet-là, mais une fois que la machine a parti, j'ai bien aimé ça, tu sais. Donc, ça fait 5 ans. Oui, j'ai fait le tour. Je veux dire, tu sais, 5 ans, 5 saisons de 10 épisodes. Ça veut dire qu'en 5 ans, j'ai visité 50 fermes agricoles à travers du Québec, tu sais. J'en ai vu des vaches, j'ai vu des cochons, des poules, des dindes, de la laitue, des légumes bio. On est allé jusqu'à Sept-Îles l'année passée où on a vu des moules, des pétoncles. Tu sais, fait que j'en ai vu. Je sais pas si ça va revenir. Évidemment, à chaque année, on le sait pas. Nous autres, il faut qu'on attende 2-3 épisodes avant que TVA nous donne le go pour une autre saison. Mais écoute, c'est sûr que si j'ai l'opportunité, écoute, je pense pas que je dirais non. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui aussi, tu sais, dans le fond, mais c'est le fun, tu sais, c'est une émission qui est super divertissante, elle feel good, tu sais, c'est une émission où tu apprends quelque chose, tu apprends à connaître aussi des agriculteurs, qui travaillent comme des débiles pour nous nourrir en fin de compte. Puis tu vois une famille qui découvre tout ça, parce que souvent les familles urbaines, mais ils en connaissent pas beaucoup, puis ils voient la réalité, puis ils sont surpris, puis je pense qu'ils partent de là à la fin de l'émission avec un autre respect pour la bouffe, puis pour les aliments, puis pour la terre, tu sais, puis c'est ça qui est important. Donc, puis c'est une émission que tu peux écouter en famille. Les enfants, ils adorent ça parce que souvent, il y a des animaux, puis les enfants peuvent l'écouter avec les parents. C'est rare qu'on ait des émissions où toute la famille peut l'écouter ensemble. Donc, c'est pour ça que je trouve ça le fun. Alors, écoute, j'espère qu'il va y en avoir un autre, mais on verra. On le sait jamais. T'sais. Hey, Vicky me disait, j'ai eu la chance de cuisiner avec Stefano, Colin, c'était le fun. Tout le monde a apprécié la cuisine. Ben, du coup, que d'habitude, le monde apprécie la cuisine quand même. Mais de ton côté, t'as-tu l'impression que les cultivateurs en général, les agriculteurs, ils font à manger, ils savent comment cuisiner, eux autres aussi? Ben écoute, honnêtement, ils savent vraiment comment cuisiner, puis probablement c'est des gens qui cuisinent le plus avec des produits locaux et des produits en saison. C'est ça qui est le fun. Hein? Tu sais, fait que l'autre, ils suivent vraiment les saisons. Parce que souvent, t'es dans je prends un exemple, là, t'es dans une ferme laitière, OK, le gars, souvent, ils font des fois du fromage, des trucs de même, mais tu sais, autour d'eux autres, ils ont des agriculteurs maraîchers, ils ont quelqu'un qui fait de l'élevage de cochons, ils ont quelqu'un d'autre qui fait du sirop d'érable, ils vont s'approvisionner de tous leurs chums et de tous leurs voisins, tu sais, fait que c'est souvent eux qui vont vraiment cuisiner plus simple, plus santé souvent parce que c'est des produits frais et plus de saison. Donc, écoute,
ils sont vraiment dans un beau spot là où ils se disent bon, mais nous autres on peut vraiment s'approvisionner de la terre puis cuisiner qu'est-ce qui est proche de chez nous. Donc c'est vraiment c'est un monde idéal. T'sais. Donc ouais, mais ils cuisinent bien. Vicky elle cuisine bien. Tout le monde cuisine bien. Moi, j'ai bien mangé, en tout cas, pour la 5e saison d'Arrive en campagne. J'espère que les autres, ils ont bien mangé aussi, parce que, évidemment, je fais une recette par épisode, donc j'espère qu'ils ont apprécié ça. Hey, vite de même, je suis un gars de ville. Bon, t'es un gars de ville aussi. On va dire un peu du monde de ville qui débarque des fois en campagne. Des fois, trouves-tu qu'on a l'air colon? Des fois, je trouve qu'on a l'air de pas avoir vécu avant. C'est arrivé des fois. Tu sais, on a eu des familles où on est allé chercher la famille, puis la madame, la mère est sortie, puis elle s'en venait en ferme avec des talons hauts, tu sais. Ouais. Puis là, tu te dis, écoute, on s'en va prendre soin du cochon dans la boîte, puis c'est en talons hauts. Mais, tu sais, je veux dire, écoute, ils savent pas de quoi s'attendre, tu sais. Donc, c'est ça qui est la beauté de cette émission-là, tu sais. Ils savent vraiment pas. Des fois, ils arrivent, puis ils sont pas habillés, puis ils savent pas quoi s'attendre. Puis quand ils arrivent là, mais tu sais, évidemment, ils finissent par emprunter des pantalons, puis des bottes, puis des grosses chemises de laine des agriculteurs, tu sais, fait que puis ils aiment bien ça, tu sais, donc c'est ça qui est le fun à voir, là. 3 questions shotgun pour conclure. Bon, regarde, la première est assez facile. Dans tous les produits que tu vends, Stéphano, celui que tu préfères et pourquoi? Je vais dire les sauces parce que c'est notre premier produit, puis ton premier, c'est toujours ton préféré. Donc, le premier, ça serait la tomate basilic parce que c'est elle qui est la première vraiment qu'on a sortie. Puis c'est la plus pure, tu sais, je veux dire, c'est vraiment la classique. Puis j'aime les affaires classiques, donc tomate basilic. Bon, on parlait de pizza. Tu as dit tantôt que c'était ton mets préféré. C'est un Italien d'origine. Donc, la question est la suivante. Ta pizza favorite? Si, mettons, je veux te séduire, moi. T'arrives chez nous, là, puis je dis, crème, je vais te faire une pizza, mais tu t'impressionner un peu, là. Comment je fais ça, cette pizza-là? Tu seras pas impressionné de ma réponse parce qu'encore, je vais être classique. Puis je vais te dire une pizza margherita, qui est vraiment une pizza avec du tomate, fromage, basilic frais, huile d'olive, tu sais, genre quelque chose de hyper classique, mais une bonne tomate, une bonne sauce tomate, un bon fromage, puis je suis séduit. Ah, Colin, c'est pas pire. Quand j'étais jeune, moi, j'ai déjà dit dans un restaurant Pacini à la madame, tu sais, j'étais un petit bonhomme, mais écoute, 4-5 ans, tu dis un peu trop tout le temps tout ce que tu penses. Elle me demande si c'est bon, tu sais, avec une superbe gentillesse, puis regarde, elle faisait bien son travail, et moi, j'y réponds de tout mon gré, ben écoute, c'est pas mangeable. Fait que la question est la suivante, de ton côté, as-tu déjà dit à quelqu'un, as-tu déjà mangé quelque chose, tu dis, c'est dégueulasse, ça? Ben oui, écoute, c'est arrivé que j'ai dit c'est dégueulasse, puis honnêtement, c'était un plat que moi j'avais préparé. Ah oui? Ouais, dans le début de ma carrière de cuisine où ce que je testais des trucs, puis j'ai fait de quoi du sud des États-Unis avec genre de l'okra qui est un légume qui devient un petit peu gélatineux quand tu le cuisines et tout. Puis c'est un genre de giblotte, puis c'était vraiment pas bon. je pensais suivre la recette, ça allait marcher, mais pour moi, j'ai fait de quoi de pas correct, puis c'est vraiment pas mangeable. Une petite dernière pour toi, Stéphano. T'as le choix entre cuisiner un superbe plat pour toi et ta conjointe dans un souper de tête à tête ou faire une grosse batch, comme on dit bien en québécois, pour toute la famille. Qu'est-ce que tu fais? Une grosse batch pour toute la famille. Ah oui? Puis, moi, j'ai vraiment... je passe beaucoup de temps avec mes enfants, ma blonde. J'essaye en tout cas, puis on fait beaucoup d'activités, tu sais, on voyage toujours en famille, donc, tu sais, je ferais une grosse batch parce que je le sais que je vais me retrouver autour de la table avec ma blonde puis mes enfants, genre de plat dans le milieu de la table, puis tout le monde pige dedans. C'est vraiment mon genre. Fait que je dirais une grosse batch. Stéphano Failleton, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour l'ensemble de l'heure. Hey, on invite les gens aussi à écouter non seulement l'émission Arrive en campagne, mais également d'aller visiter ton site web et ta page Facebook pour voir des recettes en ligne. C'est toujours succulent à essayer.